Et bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Cyril, je suis sur Train Simulator et Train Simulator classique et je vais vous faire une vidéo, en simulation pour vous présenter une vidéo sur la LGV Atlantique, la LN2. C'est la ligne Atlantic High Speed pour ceux qui connaissent le jeu et avec une rame RGV 2N2 qui n'est pas de DTG mais qui est disponible gratuitement sur le site de RW Central. J'essaierai, si j'y pense, de vous mettre toutes les descriptions en vidéo. Alors nous sommes ici dans la cabine de conduite d'une rame RGV 2N2. On dit RGV pour rame à grande vitesse, puisqu'on ne peut plus utiliser depuis quelques années le terme de TGV, puisque TGV constitue une marque commerciale déposée. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais faire une vue extérieure pour vous présenter l'engin. Voilà. C'est un TGV Inouï, la rame 850 pour être précis. Il fait partie d'une version qui a été mise à jour. Voilà. Et maintenant on va passer en cabine de conduite pour la mise en service de l'engin moteur. Alors il me semble que c'est la touche W. C'est ça. Donc mise en service par déverrouillage de la boîte à levier. Donc ici vous l'avez vu et je suis en train de me faire vriller les oreilles dans mon casque filaire. Au passage, je voudrais bien m'excuser si ça graille un petit peu, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Donc on commence par éteindre cette lampe de signalisation qui s'appelle LSSF. Et ce qu'il faut attendre, c'est l'allumage des deux écrans qui sont en face. C'est très important sur ce type de matériel et vous allez comprendre. Alors je vais me contenter en ligne de faire une description des commandes et une petite description en ligne parce qu'une fois lancé à pleine vitesse, je parlerai un petit peu moins. Je pense que ce sera peut-être un soulagement pour tout le monde. Voilà. Donc on voit les deux sabliers qui apparaissent aux écrans. Voilà. Pendant ce temps, nous, on va aller faire un petit tour ici sur la droite de la cabine de conduite pour vérifier la position du sélecteur de tension. C'est le bouton rotatif qui se trouve ici totalement à droite. Il est bien sur la position F pour France courant continu. Pour bien dire qu'on est bien sur la sous-caténaire 1500 volts, comme c'est le cas à Paris-Montparnasse. Et bien maintenant, on va procéder à la levée du pantographe. Des pantographes. Voilà. On déplace le sélecteur panto de la position 0 à la position normale. Voilà. Ensuite, on va pouvoir procéder à la fermeture des disjoncteurs. Voilà. Voilà. Cette lampe-là, c'est l'autorisation de refermeture des disjoncteurs. Tant qu'elle n'est pas allumée, on ne peut pas refermer le disjoncteur. On peut remarquer aussi, c'est la déviation ici de l'indicateur tension ligne qui indique qu'il y a bien du courant présent sur l'engin de traction. Donc on va fermer le disjoncteur. Là. Et je vais suspendre la veille automatique et allumer l'éclairage. Là, en extérieur. Là. Et il faut faire quelque chose de très important avant de partir, c'est configurer ce système-là. On appuie tout d'abord sur la touche F1. Non, c'est F4. La touche F4. On appuie ensuite sur F1 à côté de STM France. Normalement, c'est bon, voilà. Donc voilà, on est bon. Je vais faire une petite vue extérieure pour vérifier si les blancs sont bien allumés. Les blancs sont bien allumés. Par rapport à la version précédente de cet add-on, il y a la présence d'une liseuse ici. Voilà. C'est un petit plus. Voilà. Et l'allumage est aussi oublié ici pour l'allumage de l'éclairage. L'éclairage des pupitres. Voilà. Ensuite, mise en service du frein. Pour ceux qui connaissent, c'est la touche N. Voilà. Alors, je vais me contenter de faire un petit essai de frein express sans faire un essai de frein en se servant du SIAC. Voilà. Donc pour ça, je vais d'abord mettre le fief en marche. Donc je mets le fief en marche et je vais complètement desserrer ma rame. C'est ici.
J'ai failli me faire avoir avec les commandes, c'est les touches M et %. Voilà. Donc j'ai juste fait un essai de fonctionnement au serrage et au desserrage du frein. Voilà. Donc le frein serre bien. On a bien le desserrage. Donc on revient à une dépression de 1 bar à la CG et on retire le fief. Autre élément à prendre en compte, c'est la vitesse imposée, ça on va y revenir. Pour démarrer l'engin, il faut mettre l'inverseur sur avant, c'est la touche Z. Voilà. Et ensuite, on va mettre un mode de conduite, et là, c'est la touche E. Conduite manuelle, attelage, et là, on a la VI que je vais régler sur 30 km/h, 28-30 km/h pour la sortie des aiguilles en zone de gare. Et je vais vous montrer quelque chose sur le côté. Voilà. C'est le réducteur de puissance qui est ici sur 2, et pour la sortie de la gare, je vais le laisser volontairement sur 2. Donc maintenant notre train est prêt à partir. On va quand même permettre aux passagers de monter, de monter dedans. Alors bizarre le double ding en cabine, et on va pouvoir y aller. Alors pour augmenter la puissance et diminuer la puissance sur les claviers AZERTY, c'est les touches Q et D. Voilà. Voilà. Il y a un petit souci avec la vitesse imposée que j'ai remarqué, notamment à basse vitesse. Hein. C'est pour ça que j'ai ramené le manipulateur à 0. J'avais mis 28 à la vitesse imposée. Donc là, la sortie de gare de Paris-Montparnasse sur cette voie est limitée à 30 km/h. Et là, pour ceux qui connaissent, on vient de rejoindre le tracé de la voie 1 LGV. À 2 voies à droite se trouve tout simplement la voie 1 pour le Mans et la voie 1 bis qui se trouve quelque part à côté. Voilà. Et au passage, on passe devant la gare de Vaugirard. Alors, avec la touche R, j'ai déplacé le sélecteur de puissance. Je l'ai mis sur 3. Maintenant, les aiguilles sont dégagées. On a une vitesse limitée qui est portée à 110 km/h. Je règle ma VI et je vais pouvoir accélérer. Et au passage, coup de chapeau pour celui qui a fait les sons, ils sont tout simplement magnifiques. On a franchi un TIV mobile qui était en position d'ouverture. En toute logique, le KVB n'aurait pas dû biper.
Hein, je pense que c'est un petit bug qu'on pourra peut-être corriger avec des améliorations de la map. Vitesse limite sur notre voie 110 km/h. Et nous sommes dans le secteur de la porte de Vanvin. On vient de franchir la pancarte kilomètre 4-4 qui est une transition de vitesse à 150 km/h. La vitesse est désormais de 200 km/h, vitesse limite. Signal à distance baissé pantouf. Ouverture de disjoncteur et abaissement des pantographes. Tableau d'exécution BC Panto avec signal fin de parcours et mention 25 000 volts LGV présenté. Pancarte rêve, on peut relever. On se met ici sur GV, grande vitesse, et on relève le pantographe. Déviation à l'indicateur tension ligne que vous voyez ici. Et maintenant, c'est refermeture des disjoncteurs et reprise de traction. Nous allons arriver dans le secteur de Massy. Hein, si le signal qu'on a rencontré précédemment était présenté dans un tableau P, eh bien on devrait être en mesure de se tenir prêt à ralentir pour aborder l'aiguille d'accès à la voie 3 à Massy-Palaiseau à la vitesse de 80 km/h. Bien évidemment, ce bip KVB était encore une incohérence. Massy TGV en approche, le TIV de rappel 80 est bien effacé, on passe sans arrêt sur voie 1.
Pancarte à distance cab. Le cab signal s'est armé automatiquement sur l'indication 220 exécution. Donc tout naturellement, j'ai réglé ma vitesse imposée pour pouvoir approcher cette vitesse. Et on va entrer dans quelques instants dans le tunnel de Villejuste. Le voici, ce tunnel de Villejuste à double tube d'une longueur de 4807 mètres pour être précis. Et nous sommes désormais en rampe de 20 pour 1000. Sortie du tunnel de Villejuste, à droite l'autoroute A10, pour ceux qui connaissent bien la ligne. Et on ne devrait pas tarder à avoir une montée d'informations au cap signal. Même si le jeu me dit que la vitesse est limitée désormais à 270 km/h, j'attends la montée de l'indication au cab. Indication 300 VFL pour vitesse fond de ligne. Mais ici on a toujours une vitesse limitée à 270 km/h en raison de l'approche de la tranchée couverte de Brie-sous-Forges que voici. Et nous sommes désormais autorisés à la vitesse limite de 300 km/h.
Pour ceux qui connaissent un petit peu l'endroit, on vient de passer tout près de Montlhéry, puisqu'on est passé, il me semble, juste sous la 104. À droite, qui est parfaitement représenté sur le jeu, là on ne le voit pas très bien malheureusement, puisque c'est un peu sur la droite. Pour ceux qui connaissent cette ligne, il y a l'autoroute A10, ce qu'on appelle l'autoroute Aquitaine, qui est la plus longue autoroute de France. Je n'ai pas parlé en début de vidéo de la destination de cette ligne, puisqu'elle représente le parcours entre la gare de Paris-Montparnasse et la gare de Saint-Pierre-des-Corps, dans la proche banlieue de Tours. Nous sommes encore en simulation à 179 km de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, que nous devrions atteindre dans approximativement 1 heure. Et nous sommes à la vitesse de ligne prévue sur la LN2 qui est de 300 km/h. Alors je parlais tout à l'heure, lorsqu'il y a eu la montée de cette indication que vous voyez à l'écran, de ce 300 sur fond vert, on parlait 300 vitesse limite, 300 voies libres. Le terme exact c'est 300 vitesse fond de ligne, comme j'ai dit tout à l'heure, VSL. Voilà. Autre particularité, c'est sur l'ensemble du réseau à grande vitesse. Alors j'ai remis un petit peu de puissance pour affronter la prochaine rampe. La ligne à grande vitesse Atlantique est à double voie banalisée. Pour les non-initiés, ça veut dire qu'on est en fait sur une double voie unique. Autrement dit, on pourrait emprunter, circuler aussi bien sur la voie 1 que sur la voie 2 de manière indifférente, et ce, à la même vitesse. Voilà. C'est ce qu'on appelle la circulation en banalisation. Seules quelques lignes classiques, c'est le cas notamment entre Dijon et l'entrée du tunnel de Blaisy-Bas, et le réseau à grande vitesse sont équipés de tels dispositifs, ce qui permet d'apporter de la grande fluidité. Hein, si vous prenez souvent le TGV, que habituellement le train qui circule à droite passe sur voie, à gauche passe sur voie de droite, on dit on est sur voie 1, on passerait sur voie 2, on dit qu'on va rentrer en banalisation et non à contresens. Ça, ce sera un petit peu compliqué à expliquer pour cette vidéo. Je fais cette vidéo que vous présentez la ligne pour ceux qui ne la connaissent pas et pour vous présenter le matériel. Il y en a qui l'ont peut-être déjà fait avant moi. Et on vient de passer au-dessus de l'autoroute A10, là, par ce pont qui marque officiellement, c'est ce que je pense, la sortie du bassin parisien. Nous ne sommes peut-être plus dans le département des Yvelines, mais peut-être dans le département voisin de l'Eure, ou peut-être certainement dans le département de l'Eure. Ou peut-être même du Loiret, hein. J'ai pas la position géographique précise de la ligne. Merci de me corriger en commentaire, ce sera très gentil. Merci. En ce qui concerne la sécurité pour les non-initiés qui verraient cette vidéo, vous pouvez remarquer que sur ligne nouvelle à grande vitesse, il n'y a plus de signaux latéraux. Les feux verts, rouges, il n'y en a pas. Ce sont des repères que l'on voit, on vient d'en passer justement. Le prochain, je devrais le franchir dans un peu plus de 1500 mètres. Ils sont des triangles jaunes sur fond bleu dont la pointe est dirigée vers la voie à laquelle ils s'adressent. Alors je parlais des indications présentes au cap signal ici. La règle stipule que un changement dans le sens restrictif,
s'effectue obligatoirement à l'entrée d'un canton, au franchissement du repère correspondant. Un changement dans le sens non restrictif qu'on appelle une indication dite libératoire s'effectue en n'importe quel point. Lorsqu'une indication clignote, cela signifie que la suivante sera plus restrictive. Enfin, ça marche sur la TVM 430, pas sur la TVM 300 comme c'est le cas ici, on va y revenir. Voilà un repère dont je parlais. Lorsqu'une indication d'annonce se présente au visualisateur du cap signal, eh bien le mécanicien doit être en mesure de respecter cette vitesse à partir du prochain repère. Il faut dire que dès l'ouverture du réseau à grande vitesse, on a voulu un contrôle de vitesse permanent. Donc en permanence, la vitesse du train est contrôlée. Alors je sais aujourd'hui sur ligne classique, il y a la présence du KVB, mais avec le premier TGV Sud-Est, il n'y avait pas encore de contrôle de vitesse. C'est le qu'on appelle la TVM qui assure un contrôle permanent de la vitesse et qui va ajouter en cas d'annonce restrictive une courbe de décélération, et le rôle du mécanicien c'est de rester en permanence en dessous de cette courbe de décélération sans jamais la heurter. Voilà. Et pour ceux qui connaissent un tant soit peu leur géographie ferroviaire, à droite, c'est la voie unique Bretigny-Tours, c'est l'axe Paris-Bretigny-Châteauroux-Vendôme-Tours, la ligne classique qui est aujourd'hui une desserte TER, qui mériterait peut-être une meilleure desserte et des installations plus modernes, comme par exemple une électrification qui pourrait un petit peu dynamiser cette ligne qui est quand même d'un intérêt local très fort. Je dis, corrigez-moi, j'ai dû dire Châteauroux, c'est la ligne j'arrive à le dire, Bretigny, Dourdan, Châteaudun. Excusez-moi. J'ai du mal à parler aujourd'hui, moi. Ce que je vous propose, c'est faire une petite vue extérieure pour vérifier le passage de la rame. Alors pour ceux qui vont peut-être me poser la question, je ne suis absolument pas cheminot. Je suis un simple passionné de chemin de fer. On appelle un ferrovipate. Je connais très bien la signalisation ferroviaire en France sur les nouvelles à grande vitesse, mais aussi la signalisation ferroviaire d'autres pays comme la Belgique ou encore la Suisse, pays que j'ai fréquenté quelques fois. Mais je ne suis absolument pas cheminot, je suis tourneur, je suis ouvrier. Et aparté, déjà vous pouvez observer sur l'ombre qu'on voit sur la cabine de conduite le mouvement de va-et-vient de la caténaire. Là c'est fait exprès, la caténaire n'est pas à un point fixe, elle va se balader tantôt à gauche, tantôt à droite, pour éviter d'user le pantographe à un même endroit. Sinon on n'aurait pas une caténaire, on aurait une scie. Et ça finirait par couper l'arche du pantographe en deux. Et ça, c'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça qu'on a ce mouvement de va-et-vient que vous voyez avec l'ombre sur le pupitre. C'est tout simplement pour éviter d'avoir usé le pantographe au même endroit et pour pouvoir user l'arche du pantographe sur une longueur relativement assez importante, sur toute sa longueur. En évitant bien sûr les sorties de caténaire, parce que si une caténaire est déportée, on peut avoir un caténaire qui s'enroule autour du pantographe, peut-être une bêtise, excusez-moi, et donc un arrachement de pantographe et donc un arrêt du train. Et à sa vitesse de croisière, la rame parcourt environ 90 mètres secondes. Et avant qu'on me pose la question, en cas de situation en arrêt d'urgence, il faut environ entre 3 km et 3 km et demi à la rame pour s'arrêter en situation d'urgence, et ce dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en alignement, en palier, c'est-à-dire en terrain plat, et par temps sec. Et évidemment par temps clair.
Sur le plan de la sécurité toujours, hein, j'avais dit que j'interviendrais pas pendant la marche, puis je le fais. Tous les ponts-routes sous lesquels notre train passe sont équipés dans la réalité de détecteurs de chute de véhicules. Alors c'est un petit peu, compliqué à comprendre, mais tout simplement c'est un réseau de câbles. Et si un véhicule franchit le parapet, tombe sur la voie et coupe les câbles, ça provoque la mise au rouge de la signalisation et donc l'arrêt des circulations par sécurité. On va arriver au PRS de Rouvray. PRS signifie poste tout relais à transit souple. Et ne me demandez pas ce qu'est qu'un transit souple, je ne sais pas. Toujours est-il ce que vous avez vu au passage de ces postes, alors que nous avons un sectionnement annoncé à 1000 mètres. Alors nous avons franchi un sectionnement qui est une zone où il faut franchir disjoncteurs ouverts. Sur la LGV A, les sectionnements sont manuels, ça veut dire que le conducteur doit intervenir manuellement pour l'ouverture et la refermeture des disjoncteurs, avec en plus, ça apparaît pas ici, une information complémentaire qui apparaît à l'écran, c'est le symbole du sectionnement qui apparaît à l'écran pour avertir le mécanicien qu'il approche d'une zone qu'il faut franchir tout disjoncteur ouvert. À cet endroit, la ligne que nous parcourons vient de changer de source d'alimentation. Et on dit que, comme nous sommes en alternatif, il n'y a aucune raison pour que les deux sources successives se trouvent en phase. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Donc il faut franchir ce sectionnement disjoncteur ouvert puisqu'on passe d'une source d'alimentation à une autre, et qu'entre les deux, il y a une zone neutre. Et pour ceux qui connaissent leur géographie, nous sommes ici sur le plateau de la Beauce. Et nous n'allons pas tarder à franchir la ligne de partage des eaux. La ligne à grande vitesse atlantique que nous parcourons comporte deux branches qui se séparent à la bifurcation dite de Courtalin, dont on va aborder dans quelques instants. À la bifurcation de Courtalin, à gauche partent les voies pour l'Aquitaine, qu'on appelle les voies 1A et 2A, et sur la droite partent les voies pour la Bretagne, qu'on appelle 1B et 2B, pour 1 Bretagne, 2 Bretagne, qui donne après sur la LGV Bretagne-Pays de Loire. Il y a 2 ans, le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, des vandales ont saccagé les câbles électriques et provoqué un incendie, ce qui a provoqué une coupure totale de la ligne grande vitesse. Car si jamais un incident se produit au niveau de la bifurcation de Courtalin, c'est tout le réseau sud-ouest atlantique qui s'en trouve ainsi paralysé. Que ça donne pas de mauvaises idées à des personnes qui auraient l'intention de mal faire. Et pour vous dire qu'en ce jour de juillet 2024, les personnes qui ont attaqué le réseau à grande vitesse avaient très bien frappé.
PRS d'Anjou sur voie 1. Alors, à droite, c'est une voie d'évitement qui peut être utilisée pour le transbordement de voyageurs d'une rame vers une autre, ou pour le stockage de matériel de service par exemple. La longueur de la voie d'évitement équivaut à la longueur de 2 rames atlantiques en unités multiples, c'est-à-dire qu'elle fait quasiment 2 km. Non, autant pour moi, elle fait un peu plus d'1 kilomètre. Nous abordons maintenant la bifurcation de Courtalin. Pas de séquence restrictive, donc on est donc bien dirigé sur Saint-Pierre-des-Corps. Donc PRS de Courtalin. Si cette aiguille que nous abordons maintenant avait été placée en voie déviée à droite, on aurait eu une séquence de ralentissement cap signal à 220 km/h et on aurait été dirigé sur Le Mans RN à droite. Là. Donc je lâche le micro, il y a un sectionnement qui va arriver dans pas longtemps. Après le passage de ce sectionnement, il ne faut pas lésiner sur la reprise de vitesse parce que nous sommes ici en rampe de 19 pour 1000 et on ne va pas tarder à aborder un point très connu de la ligne, le PK 166,8 que certains amateurs connaissent très bien.
Nous arrivons ici à un point historique de la ligne, puisque c'est dans ces environs-ci que en mai 1991, la rame 325, aujourd'hui à la retraite, a démarré sa marche d'essai pour atteindre sa vitesse record de 515,3 km/h. C'était de mémoire le 10 mai 1991, de mémoire. Nous allons aborder désormais, bientôt dans quelques instants, la gare de Vendôme-Villiers-sur-Loire, qui est la seule gare ouverte sur la LGV Atlantique, et même sur l'ensemble du réseau sud-ouest Atlantique, et même sur le prolongement vers Bordeaux sur la LN10, la LGV SEA. Il n'y a pas de gare sur la ligne de la grande vitesse. Donc pour desservir des villes au-delà de Saint-Pierre-des-Corps, comme Poitiers ou encore Angoulême, eh bien, il faut sortir de la LGV. Et nous sommes désormais en approche de la gare de Vendôme-Villiers-sur-Loire, que l'on va franchir sans arrêt sur voie 1. Pour la petite histoire, le jour de son record du monde, la 325 est passée ici à 510 km/h. Alors bien évidemment, si on devait desservir la gare, on aurait une séquence de ralentissement cap signal à 170 km/h. Voilà la descente qui a permis à la 325 de prendre un grand élan jusqu'au fameux PK 166.8 qu'on va aborder dans quelques instants. 166,1 pour être précis.
Le voici justement le point précis où la 325 a atteint sa vitesse de 515.3, à peu près au droit de ce pont. Alors, pas celui-là, le suivant. Puisque celui-là, c'est tout simplement le pont qui est utilisé par le chemin de fer touristique de la vallée du Loir. Et l'ancienne ligne qui reliait Vendôme à Traux via Montoire. Et pour ceux qui s'impatientent de savoir on arrive quand à Saint-Pierre-des-Corps, chef, on a à peu près encore une vingtaine de minutes à peu près. Nous sommes à 50 km de notre lieu de destination. PRS de Longpré-Saint-Amand, au kilomètre 177,5 à peu près. Vous pouvez le remarquer, la LGV-A a un profil plutôt facile pour le LGV. C'est même l'un des plus faciles de France. Les taux de déclivité n'excèdent pas les 20 à 25 mm par mètre, c'est quand même important. Mais on a de longues sections où le profil est rigoureusement plat, c'est le cas ici. Puisque nous sommes sur la zone, sur un plateau. Nous venons d'entrer depuis quelques kilomètres maintenant dans le département de l'Indre-et-Loire pour atteindre notre destination à Saint-Pierre-des-Corps, et on ne va pas tarder au bout du plateau à plonger en direction de la vallée de la Loire. De la Loire, pas du Loir, de la Loire.
Et vous pouvez le remarquer, le profil est un petit peu plus vallonné, là. C'est qu'on va pas tarder à plonger dans la vallée de la Loire. Pour l'instant, le paysage est encore relativement assez plat. Vous pouvez le regarder, mais ça ne va pas durer. Puisqu'avant d'atteindre Saint-Pierre-des-Côtes, il nous faut plonger dans une pente importante, d'un 25 pour 1000. Et ensuite, passer le tunnel, puis le viaduc de Vouvray. Et enfin sortir de la LGV à la bifurcation dite de Saint-Pierre-des-Corps. Donc bien évidemment, pour sortir de la LGV, on va avoir une séquence de ralentissement cap signal qui va nous mener à 160 km/h. En l'absence de séquence qui interviendrait au bon moment, ou une séquence plus tardive, on engagerait le contournement de Tours. Et on serait ralenti à 220 km/h. Je vais en parler au moment de la sortie à l'approche du tunnel de Vouvray. Clignotement de l'indication 300 VFL pour amorce de la séquence de ralentissement pour sortie. Indication 270, annonce. On doit respecter cette vitesse à partir du prochain repère d'entrée. Indication 220, annonce. Le tunnel de Vouvray. Si au cap signal on avait un 220 exé, on serait dirigé sur le raccord de contournement de Tours, qui a la particularité d'être à signalisation latérale classique et électrifiée en 1500 volts. Et on va pas tarder à franchir la Loire sur le viaduc de Vouvray. Indication 160, exécution.
Signal à distance, baissez panto. Ouverture des disjoncteurs. Et abaissement du pantographe. Désarmement automatique du cap signal au panneau fan cab. Et voici le premier signal à voie libre. Avec signal à distance, baissez panto répété. TIV à distance 150 de type B. Tableau d'exécution baissez panto. Suivi du signal de fin de parcours et de tension 1500 volts. Manœuvre du sélecteur de tension pour ramener sur F continu. Et à la pancarte rêve, on peut relever les pantographes. Contact à la caténaire. Fermeture des disjoncteurs. Et reprise de traction. Sur cette potence, TIV à distance 100 de forme losange. Donc à son franchissement, bip d'attention KVB, LSSF a clignoté, j'ai acquitté au franchissement. La lampe LSSF, lampe de signalisation, signal fermé devient fixe. Pour informer le système que j'ai bien observé le signal, que je l'ai reconnu, que par conséquent je l'ai acquitté. On circule ici sur voie 1, à gauche les voies 1 bis et 2 bis qui viennent de Vierzon. Et à droite les installations du dépôt de Tours-Saint-Pierre. Pancarte Z, origine de la zone limitée à 100 km/h. Z qui signifie, zone de limitation de vitesse. C'est plus la peine de tractionner, nous arrivons donc en gare de Saint-Pierre-des-Corps sur voie 1, qui marquera donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai fait de mon mieux pour vous faire une vidéo de qualité, je m'excuse parce que ça graille un petit peu quand je parle, mais je fais avec les moyens que j'ai, je n'ai pas les moyens de m'offrir du matériel de qualité. Voilà. Je m'excuse par avance de ce que vous pouvez voir sur la vidéo, des objets qui jouent un peu les filles de l'air. Ça c'est un petit bug, malheureusement que je peux pas contrôler. Donc voilà Saint-Pierre-des-Corps, donc terminus de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais essayer de vous mettre quelques informations en description si j'y pense. Encore une fois, je m'excuse si ça graille un petit peu quand je parle, mais désolé, je ne peux pas faire autrement. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!